Parler du Conseil national de la résistance, je dirais qu'il y a, disons, une quinzaine d'années, je suis convaincu que l'idée ne nous en serait pas venue. Ce qui est tout à fait curieux, parce que Conseil national de la résistance, bon, c'est en effet la période des années sombres, et ce Conseil national de la résistance, on a un peu l'impression que, assez vite, on l'a oublié. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, ou peut-être que si, parce qu'on a ressenti encore plus le besoin à partir des années 90 et de certaines orientations sur le plan économique et social, on a peut-être compris qu'il fallait bien connaître notre histoire, qu'il y avait beaucoup de choses à puiser dans notre histoire. L'autre jour, à Montmorillon, nous parlions du Front populaire, et là aussi avec un certain nombre d'enseignements que nous avons à retirer, à la fois pour faire aussi bien, à la fois pour éviter des erreurs qui ont pu être commises bien évidemment. Et je dirais qu'aujourd'hui on pense que pouvoir continuer finalement à s'inspirer de ce qui a été à la fois l'esprit de la résistance du Conseil national de la résistance et bien évidemment, et quand on parle du Conseil national de la résistance, c'est beaucoup aujourd'hui au programme du Conseil national de la résistance que l'on fait allusion. Et c'est un fait que maintenant, depuis une dizaine d'années, assez régulièrement, eh bien, on évoque ce conseil, on évoque son programme. Et je crois qu'il y a quelques jours, c'était le premier secrétaire du Parti socialiste qui était venu à Poitiers. Ça aurait été mieux s'il était venu à Civray. Bon, il faut aller dans la capitale, toujours. Toujours est-il que lorsqu'il est venu à Poitiers, Jean-Christophe Combadélis avait aussi fait allusion au Conseil national de la résistance, à son programme. Cela veut dire que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se doit d'être connu, bien évidemment. Alors, ce Conseil national de la résistance, c'est assez difficile à le situer, à l'appréhender. Pourquoi ? Parce que quand on essaie de se pencher sur l'organisation de la France libre, on a quelques difficultés pour bien comprendre comment se sont faites les choses, pour bien comprendre aussi que ça n'a pas été simple, parce que on était dans une période, bien évidemment, dans laquelle toute organisation, toute action était d'une complexité pour des raisons de sécurité personnelle, et malheureusement, on le verra avec le Conseil national de la résistance et l'arrestation de Jean Moulin, étaient des circonstances dans lesquelles il y avait là à peut-être imaginer une autre façon de travailler. Mais autant les institutions de Vichy étaient malheureusement trop simples, autant les institutions de la France libre ont été compliquées. Elles ont été compliquées parce que, si vous voulez, le général de Gaulle, il a fallu d'abord qu'il se fasse reconnaître. Là, je parle de l'organisation politique. Alors, il avait créé, dès le mois d'octobre, ce que l'on appelait le Conseil de défense de l'Empire. Alors, l'Empire, c'était l'Empire français, c'est-à-dire l'Empire colonial. Et pourquoi Conseil de défense de l'Empire? Et parce que les premiers soutiens, bien évidemment, et les soutiens territoriaux sont venus du ralliement au général de Gaulle d'un certain nombre des territoires qui étaient encore sous possession ou sous la souveraineté de la France, notamment en Afrique, avec, je dirais, une des figures très emblématiques qui était Félix Éboué, le gouverneur du Tchad. Mais d'autres territoires s'étaient bien entendu joints à cela. Et donc le général de Gaulle avait créé un conseil de défense de l'Empire, mais qui était essentiellement centré autour du général de Gaulle, qui était un organisme extrêmement restreint.
Et puis, ensuite, on a souhaité peut-être trouver une formule un peu plus forte. Cette formule un peu plus forte, cela a été la création en 1941 du Comité national français. Comité national français, et c'est ce Comité national français qui va exister jusqu'en juin 1943. C'est ce Comité national français qui, en effet, va nommer secrètement, le 20 mars 1943, Jean Moulin comme seul représentant du Comité national français en métropole. Et puis, vous le savez, par la suite, il va y avoir, en effet, ce qui va expliquer ces modifications institutionnelles, il va y avoir le débarquement allié en Afrique du Nord, qui va donner là une possibilité d'assise territoriale beaucoup plus forte pour la France libre, mais comme vous le savez, un débarquement qui ne s'est pas fait de façon simple sur le plan politique, puisque les Américains, qui se méfiaient absolument du général de Gaulle, ils avaient envisagé pour lui de le faire gouverneur de Madagascar, comme ça il ficherait la paix à tout le monde, et avaient misé plutôt sur la carte du général Giraud. Et donc il y a eu là sans doute, à travers une institution dualiste, le Comité français de libération nationale, il y a eu en effet une tentative pour essayer de concilier l'ensemble jusqu'à ce que finalement, eh bien, l'autorité du général de Gaulle soit véritablement la seule qui soit reconnue. Et puis, ce comité, il va devenir, à partir du 3 juin 1944, le gouvernement provisoire de la République française. Là, avec une autorité encore plus forte, et je vous parlerai bien entendu de certaines des décisions qui ont été prises par ce GPRF, gouvernement du provisoire de la République française, qui lui existera jusqu'à ce que on ait nos premières élections, je dirais, libres. Alors, les premières élections libres, en réalité, elles avaient été antérieures, c'était le 30 avril 1945, c'était les élections municipales. Mais il y aura les élections au mois d'octobre d'une assemblée constituante avec un référendum, et un référendum pour lequel on avait deux questions auxquelles il fallait répondre. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et vous le savez, on va vivre sous l'ère du provisoire jusque, j'allais dire, en janvier 47 à peu près, puisque la première assemblée constituante va élaborer un projet de constitution, projet qui va être rejeté par le peuple français, d'où élection d'une deuxième assemblée, qui finalement accouchera d'un deuxième projet, mais sans enthousiasme. Malgré tout, la 4e République sera créée et le nouveau régime pourra exister. Mais là, quand j'évoque ces différentes périodes, j'évoque les institutions politiques. Mais nous, ce qui nous intéresse avant tout dans tout cela, c'est quelque chose de très spécifique qui est le Conseil national de la résistance. Pourquoi? Parce que finalement, les mouvements de résistance se sont créés en France et ils se sont créés de façon, j'allais dire, désordonnée, bien évidemment sans donner surtout de caractère péjoratif à cette expression, parce que bien souvent ces mouvements de résistance, ils se sont créés de façon assez spontanée et surtout les modalités ou les modes d'action faisaient que toute organisation était extrêmement difficile parce que on avait plutôt intérêt à être cloisonné si on voulait à cet égard réussir à survivre dans un tel contexte. Toujours est-il que l'objectif du général de Gaulle notamment, ce sera de faire en sorte qu'il puisse y avoir
une organisation, et une organisation, bien évidemment, plutôt sous l'autorité du général de Gaulle. Et celui qui va être chargé de cette mise en œuvre, ce sera bien évidemment Jean Moulin. Ce sera Jean Moulin. Jean Moulin, on le sait, c'était un préfet de la Troisième République qui avait eu une attitude extrêmement courageuse lorsqu'il était préfet de l'Eure-et-Loire et lorsqu'il avait dû faire face à l'arrivée des Allemands à Chartres. C'est quelqu'un dont déjà, je dirais, l'attitude avait failli lui coûter la vie. Et Jean Moulin est quelqu'un qui avait aussi déjà eu quelques liens avec l'action politique en faisant partie de cabinets ministériels, notamment celui de Pierre Cotte. Et les mouvements de résistance, eh bien, on souhaite les fédérer, et Jean Moulin va être désigné dans un premier temps comme étant le représentant du général de Gaulle pour unifier ces mouvements. Pour unifier ces mouvements de résistants, et à cet égard, eh bien, la date qui sera la date véritablement la date clé ou la date symbole, ce sera le 27 mai 1943. Pourquoi? Parce que le 27 mai 1943 a lieu à Paris la première réunion de ce Conseil national de la résistance qui doit fédérer tout cet ensemble. Alors, dans ce Conseil national de la résistance, qu'est-ce que l'on va trouver? D'abord, bien sûr, je dirais la cheville ouvrière, c'est-à-dire Jean Moulin, et Jean Moulin avec deux collaborateurs, l'un qui est Pierre Meunier et l'autre dont vous avez peut-être entendu parler il n'y a pas très très longtemps, Robert Chambeiron, parce que Robert Chambeiron vient de mourir il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Et qu'est-ce que l'on a dans ce Conseil national de la résistance? Eh bien, on a bien évidemment des représentants, et cela n'a pas été facile, des représentants des différents mouvements de résistance. Des représentants des différents mouvements de résistance, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Eh bien, parce que, bien souvent, ces mouvements de résistance, sur le plan politique, n'étaient certainement pas des mouvements qui étaient en plein accord. Des mouvements qui n'étaient pas forcément en plein accord, puisque ces mouvements de résistance, cela allait du Parti communiste jusqu'à la droite. On avait un peu toutes les sensibilités. Il a fallu réunir, en effet, ces différents mouvements. 8 représentants des grands mouvements de résistance, je ne les énumérerai pas tous, je vous citerai peut-être 2 ou 3 noms que notre mémoire, parce que souvent ils ont joué un rôle politique après important. C'est Pierre Villon qui représente, alors attention aux mots, qui représente le Front National, mais comme on le sait, il y a des appellations qui se retrouvent un jour dévoyées, puisque le Front National, c'était en effet une organisation qui était une organisation de la résistance. Et Pierre Villon, à travers le Front National de la Résistance, c'était là une organisation qui avait été créée par le Parti communiste. Mais on va trouver par exemple quelqu'un qui jouera un rôle important dans les mouvements par la suite, c'est Claude Bourdet, par exemple, dont on connaît aussi le nom en matière de presse. Ou bien quelqu'un comme Eugène Claudius Petit, qui fera après une carrière ministérielle et qui représentait le mouvement franc-tireur. Alors, on s'aperçoit qu'à cet égard, il y a en effet une assez grande variété de sensibilités. C'était déjà un premier succès de réunir tous ces mouvements.
Il y avait également des représentants, il y avait deux représentants des grands syndicats. Deux représentants des grands syndicats, c'était Louis Saillant pour la CGT. Il faut surtout savoir que en 1935, la CGT s'était réunifiée et que cela avait été quelque chose de tout à fait important dans ce qui allait mener au Front populaire. Et puis Gaston Tessier pour la CFTC, c'est-à-dire la Confédération des travailleurs chrétiens. Et puis, il y avait également des représentants des partis politiques. Représentants des partis politiques, et là, on va trouver également tout un éventail, puisque vous aviez André Mercier qui représentait le Parti communiste, vous aviez André Le Troquer qui représentait la SFIO, vous aviez les radicaux qui étaient représentés par Marc Rucard, vous aviez les démocrates chrétiens qui étaient représentés par Georges Bidault qui par la suite lui aussi va dévoyer, j'allais dire, l'appellation de CNR, puisque lorsqu'il va sombrer dans les mouvements ultra dans les années 60, eh bien il va utiliser comme appellation le CNR. Vous voyez que finalement ces appellations sont souvent par la suite mal utilisées. Quelqu'un comme Joseph Laniel qui sera un président du Conseil très conservateur de la 4e République, ou bien Jacques de Bubridel qui représente, lui, la Fédération républicaine étant une des grandes formations de droite. Mais le grand avantage de tout cela, de cette réunion, c'est d'essayer de fédérer et bien évidemment de pouvoir avoir une action qui normalement devrait être plus efficace. Il est évident que sur le terrain, eh bien, chaque mouvement cherchera bien souvent à garder son autonomie, son originalité. Cette réunion du Conseil national de la résistance, je vous l'ai dit, c'est le 27 mai 1943, mais vous savez que par la suite, lors d'une réunion qui se déroulera à Lyon, ou à côté de Lyon, à Caluire, dans la maison du docteur Dugoujon, eh bien, Jean Moulin et d'autres seront arrêtés, Jean Moulin ayant été dénoncé, et Jean Moulin sera torturé par Klaus Barbie, et Jean Moulin mourra sans avoir dit quoi que ce soit. Et de ce fait, je dirais que l'arrestation de Jean Moulin va conduire sans doute le CNR à s'organiser d'une façon beaucoup plus restreinte. Et d'ailleurs, on verra que dans le programme du CNR que je vais évoquer tout à l'heure, eh bien, on évoque une assemblée plénière qui, en réalité, ne s'est jamais déroulée pour des raisons de sécurité. Et c'est vrai qu'on va avoir, en effet, le remplacement de Jean Moulin par Émile Bollard. Émile Bollard, à son tour, sera arrêté. C'est Alexandre Parodi qui le remplacera. De même pour la présidence du CNR, ce sera Georges Bidault qui va avoir cette présidence et donc qui, après, malheureusement, en fera un usage qu'il vaut mieux oublier. Mais surtout, si on évoque le Conseil national de la résistance, je vous l'ai dit, c'est sans doute par le rôle qu'il a pu jouer pour essayer de fédérer, bien évidemment, toute la résistance française sous l'autorité du général de Gaulle, mais si nous en parlons beaucoup, c'est à cause de ce programme. Car le programme du CNR est très certainement quelque chose d'une richesse insoupçonnée et à laquelle peut-être ne pensaient pas finalement autant ceux qui l'ont rédigé. Alors, je dirais que cette question
c'est sans doute beaucoup plus un comportement de courant de gauche que de courant de droite. Et à cet égard, il est évident que ce sont plutôt les courants de gauche qui ont influencé, et notamment le Front National, qui ont influencé ce programme. Mais je dirais que si on voulait rechercher des programmes de gouvernement, eh bien on pourrait remonter jusqu'à la Deuxième République. Sous la Deuxième République, en effet, il y avait un programme commun de la réunion de la montagne, c'est-à-dire des politiques les plus engagées, bien évidemment, qui estimaient que c'était tout à fait indispensable. Et à cet égard, cette importance de l'idée de programme, on va la trouver à l'occasion du Front populaire. La façon dont s'est constitué progressivement le Front populaire, ça n'a pas été bien évidemment très facile, mais ça a été sans doute peut-être le choc qu'a pu représenter les événements tragiques du 6 février 1934, et puis ensuite vouloir réagir à cette menace des ligues, à cette menace de ces mouvements d'extrême droite qui devenaient dangereux pour l'existence même de nos institutions. Et en effet, vont se rassembler progressivement, pas toujours sans arrière-pensée, la SFIO, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti radical. Et ces forces vont se doter d'un programme de gouvernement du Comité national de rassemblement populaire, programme en effet sur lequel on va voir souvent des divergences malgré tout dans l'élaboration. Par exemple, ce sont plutôt les socialistes qui demandent des nationalisations, et on a là une sorte d'alliance qui pourrait apparaître presque un peu curieuse entre le Parti communiste et les radicaux pour ne pas trop insister sur les nationalisations. Il y a derrière tout cela peut-être des raisons stratégiques. Et c'est, si vous voulez, parce qu'il y avait sans doute un programme, et je crois que l'idée de programme est une idée à laquelle il faut toujours réfléchir avant d'arriver au pouvoir, parce que, on en a parlé à Montmorillon, mais justement, ça a été sans doute la grande force du Front populaire, parce que ce Front populaire, qu'est-ce que l'on en a parfois retenu? On en a parfois retenu, je dirais, l'échec. Or, en réalité, est-ce que l'on peut parler d'échec quand aujourd'hui encore on parle des congés payés, quand aujourd'hui encore on parle de semaines de 40 heures, et on peut multiplier, bien entendu, les exemples, je les ai donnés à Montmorillon. Et surtout, ce qui m'a frappé, moi, dans cette attitude du Front populaire, le Front populaire, d'abord, a eu, je dirais, un gros problème, c'est que les élections ont eu lieu, et puis ils ne peuvent pas entrer en fonction tout de suite, parce que le mandat du Parlement, juridiquement, ne se termine que plus tard. Et en effet, les élections, elles se déroulent au début mai, eh bien il faudra attendre le 4 juin 1936 pour que le gouvernement de Léon Blum soit formé. Il faudra attendre le 4 juin pour qu'il soit formé, et surtout, ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que toutes les grandes lois du Front populaire, elles seront terminées au 30 août 1936. Autrement dit, très très rapidement, ces lois ont été adoptées, parce que l'opposition, elle aurait pu venir, et elle est venue, on le verra par la suite, du Sénat. Eh bien, l'opposition, en réalité, elle était, j'allais dire, un peu groggy
par les résultats du Front populaire, pas dans le département de la Vienne. Là, je suis désolé, mais dans le département de la Vienne, la droite avait réussi le grand chelem. Mais fort heureusement, dans les autres départements, les résultats avaient été un peu différents. Et l'opposition, finalement, face, je dirais, à ces résultats électoraux, elle n'est pas encore en mesure véritablement de s'opposer. Et ce n'est que par la suite, parce que vont commencer les tensions au sein du Front populaire, et elles vont commencer sur une question que Jean-Marc, tu connais bien, c'est-à-dire la guerre d'Espagne. C'est cela qui va commencer à diviser, et on verra très vite les radicaux finalement revenir plutôt vers la droite. Le Parti communiste souhaitait d'aider les républicains espagnols, et puis l'attitude, je dirais, très ou trop prudente de la SFIO, c'est-à-dire l'idée de non-intervention, où on intervient, mais on intervient en sous-main. Disons que c'est sans doute cela. Et donc, c'est en cela, je crois que c'est intéressant d'avoir eu un programme qui était déjà prêt, de pouvoir l'appliquer tout de suite, sans attendre, et de cette façon d'avoir toutes ces grandes réformes, et des grandes réformes sociales notamment, qui sont des grandes réformes qui ont marqué et qui nous marquent toujours. Alors, l'idée va être aussi, pour les mouvements de résistance, eh bien, de se doter d'un programme. Ça va être de se doter d'un programme. Or, j'allais dire des programmes, on en a en pagaille. Il y a, parce que chaque courant a son propre projet, chaque courant a son programme. Par exemple, le comité d'action socialiste, en janvier 1943, donc comité d'action socialiste, c'est la SFIO qui est ici, va proposer un programme avec 5 séries de mesures qu'il appelle notre programme. Et parmi ces mesures, il y a le vote des femmes, il y a l'élimination totale des trusts de la vie nationale, je cite, il y a l'élimination progressive de la concurrence et du profit, et il y a la nationalisation du crédit et des banques, des compagnies d'assurance, des industries clés et du commerce extérieur. Et puis, on veut, bien évidemment, on veut maintenir et améliorer les lois sociales acquises avant 1939. Et il est évident que cela va, bien évidemment, avoir une influence sur ce qui sera finalement accepté ou proposé par le Conseil national de la résistance. Mais on a également à Alger le CFLN qui, lui, va proposer un programme. Alors un programme qui n'est pas très loin de celui des socialistes, parce que dans le CFLN, il y a un certain nombre de personnalités socialistes, comme André Philippe, comme Georges Boris. Et ce projet comprend une charte économique et sociale qui prône, je cite là encore, l'orientation et le contrôle de la production par l'État en faveur de la collectivité. Alors là aussi, ce sont des mots sur lesquels parfois on discutera beaucoup. Ce programme va évoquer plutôt la socialisation que les nationalisations. Mais on envisage la participation des salariés à la gestion, même si elle sera limitée aux aspects techniques. Il y a aussi une idée intéressante, parce qu'elle préfigurerait presque l'idée européenne, c'est l'idée d'une ligue universelle. Une ligue universelle qui permettrait à la France d'abandonner une partie de sa souveraineté nationale au profit d'une communauté d'États supérieurs. C'est intéressant de voir que l'on a également une vision internationale. Seulement sur ce point, eh bien, il y a des oppositions
de la part des autres courants. On va avoir aussi un programme qui est proposé par la CGT au mois de septembre 1943, proposé par Louis Saillant, donc qui, je l'ai évoqué tout à l'heure, est le représentant de la CGT au sein du CNR. Alors avec aussi des désaccords quand il a fallu mettre au point tout cela. Et puis le Conseil national de la résistance avait également créé un comité national des études, qui va produire un rapport fort volumineux qu'on appellera le rapport Courtin en septembre 1943, un comité dont le rapport finalement sera très critiqué par un grand nombre de formations réunies au sein du CNR. C'est plutôt à partir du projet du Front National que le programme du CNR, en effet, va être élaboré. Là aussi, c'est plutôt en petit comité que les choses se passent, que les choses vont se faire. Le rôle essentiel, parce qu'on ne peut pas facilement réunir une assemblée plénière dans la période de l'occupation, vous le devinez, eh bien, c'est essentiellement le bureau du CNR qui va jouer le rôle majeur. Le bureau du CNR qui va jouer le rôle majeur, et en effet, de novembre 1943 à août 1944, il n'y aura pas de réunion plénière du CNR. Il est évident qu'août 1944, là, c'est la libération de Paris, la libération d'une grande partie du territoire. Là, oui, le CNR peut agir d'une façon beaucoup plus facile. Et les 5 membres de ce bureau, c'est Georges Bidault, qui est donc le président du CNR, c'est Louis Saillant, que j'ai déjà évoqué, qui représente les syndicats, c'est Pascal Copeau, qui représente notamment le mouvement Libération Sud, c'est Maxime Bloch-Mascard de l'organisation civile et militaire, qui là se situe plutôt à droite, et c'est Pierre Villon, le secrétaire du Front National, qui représente aussi le Parti communiste au sein de ce groupe, et c'est Pierre Villon qui va sans doute jouer le rôle moteur dans l'élaboration de ce programme. Le projet va être discuté, bien sûr. Le projet va être discuté. Il va être adopté, en effet, mais après consultation plutôt que véritablement décision express, puisque la charte que l'on a envisagée, eh bien, va être envoyée pour examen à tous les membres du Conseil national de la résistance. Alors, il y a bien entendu des critiques qui seront formulées, et finalement, le projet sera considéré comme adopté par le bureau du Conseil national de la résistance après des mois de négociations. Il sera adopté par le bureau le 15 mars 1944. Sera adopté le 15 mars 1944, et de ce fait, on aura en effet ce projet dont je vais essayer de vous parler un peu plus avant.